Bonjour. Alors, dans ce nouvel opus de compte personne, on va voir comment on peut ajouter un diagramme de code d'utilisation à notre projet. Donc, on va commencer par créer un récit utilisateur pour l'ajout d'un code d'utilisation, des codes d'utilisation. Après ça, on va réaliser le diagramme, on va lier le diagramme, finalement, on va exécuter des tests d'acceptation avant de conclure. Donc, un récit. Donc, là, on va parler d'un récit, ce qu'est un récit utilisateur. On va parler de manière plus abondante un peu plus tard, mais pour l'instant, on va en créer un avant d'aborder le sujet en détail un peu plus loin dans le cours. Donc, récit utilisateur ou en anglais, user story. En français, on dit plus récit tout simplement, mais récit utilisateur, mais user story. Donc, en anglais, des fois, ils vont dire juste une story. Bon, enfin. Donc, en développement agile, on utilise généralement ce qu'on appelle des récits utilisateurs pour progresser dans le développement du logiciel et en faire le suivi. Un récit décrit un aspect souhaitable du logiciel ou de son développement. On distingue deux formes de récits. Un récit de type client, ou si vous préférez, métier ou business, pour implémenter une fonctionnalité pour le client ou une vraie fonctionnalité du logiciel, et un récit développeur de développement ou architectural pour implémenter un truc important pour l'équipe de développement, mais pas pour l'utilisateur. Donc on commence par créer un nouveau récit. Donc dans votre tableau Kanban pour le projet compte personne, vous allez ajouter un nouveau user story. Donc vous allez cliquer sur le board, plus New Item, User Story, et on va l'appeler ici, comme c'est écrit, UML code d'utilisation. Ensuite, on va, disons, déterminer certaines propriétés du récit. Donc, on va commencer par ajouter une description, puis là, vous la voyez ici, cette description-là. Donc, en tant que développeur, je veux un diagramme de code d'utilisation afin d'avoir une vue d'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Donc, c'est pour ça qu'on crée un diagramme de code d'utilisation, c'est pour avoir une vue d'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Ensuite, ça, il s'agit d'un récit non pas de type business, mais de type architectural, parce que c'est un récit qui est pas, dont la cible est pas un utilisateur, la cible, c'est les développeurs. Donc, en tant que développeur, on veut ça, mais c'est pas l'utilisateur qui veut un bouton ou une fonctionnalité pour faire ça ou tout ça, c'est nous en tant que développeur, on veut un récit de code d'utilisation. Lui, l'utilisateur, votre client, votre vrai client, si vous voulez, lui, il s'en fout éperdument que vous fassiez un récit c'est-à-dire un diagramme de code d'utilisation. Pour lui, il s'en balance complètement, il n'y en a rien à cirer. Okay? C'est utile pour nous en tant que développeur, mais le client, lui, il s'en sac. Donc, une fois que vous avez, disons, établi ces deux caractéristiques-là, vous pouvez faire Save and Close. Vous pouvez ajouter un nouveau tag, ici, UML, pour ce récit-là, en vert. Et, c'est ça, juste un petit rappel. Donc, vous pouvez aller ici, Configure Theme Settings, et Tag Colors, vous ajoutez un Tag Colors pour UML. On peut aussi colorier les cartes. Donc, colorer les cartes. Donc, on va faire en sorte que les récits architecturaux vont se distinguer des autres par leur couleur de fond. Donc, ici, on a mis une couleur de fond verte pâle, mais si vous voulez, vous pouvez choisir une autre couleur. Ça n'a pas tellement d'importance. Donc, faire toujours Configure Theme Settings. Theme Settings, vous faites choisir Styles pour Cards. Vous ajoutez une Styling Rule. Et vous faites en sorte que le Value Area soit égal à architectural. Puis quand c'est égal à ça, vous modifiez ici la couleur. Vous voyez que la règle est active. Et le Value Area, c'était ici le Value Area pour la classification. Donc, est-ce que c'est un récit architectural ou de type business? Donc, c'est ça qu'on va chercher ici pour pouvoir appliquer notre critère.
Donc, une fois, là, vous allez avoir maintenant votre récit qui va ressembler à ça. Moi, j'ai un autre récit ici en dessous que j'ai ajouté, mais vous n'avez pas besoin de l'ajouter pour l'instant, ce récit-là. Ça va venir plus tard dans une version ultérieure. Donc, une fois que vous avez le récit, on peut ajouter des tâches à réaliser. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points, vous faites Add Task. Puis là, vous allez ajouter 2 tâches. La première, réaliser le diagramme. La deuxième, lier le diagramme à la documentation. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle des tests d'acceptation. Donc, les tests d'acceptation viennent préciser la production attendue du récit, ou si vous voulez en anglais, son outcome. Donc, ici, cliquez sur les 3 petits points, Add Test, puis là, dans les tests, vous ajoutez les tests suivants. Donc, le diagramme est identifié à votre nom, le diagramme possède un titre, le diagramme intègre toutes les fonctionnalités de votre description, le diagramme précise quelles fonctionnalités font partie du produit minimalement viable. Le diagramme réside dans sa propre page de documentation. Un lien mène du README vers le diagramme. Un lien de retour permet de revenir du diagramme au README. Donc ça indique exactement ce à quoi on s'attend. Donc toutes ces choses-là doivent être respectées pour que le user story soit considéré comme, disons, réussi. Le user story ou le récit. Donc, en résumé, un récit utilisateur est utilisé avec un tableau Kanban pour faire le suivi d'un projet. Le récit comprend des tâches à réaliser et des critères d'acceptation, si vous voulez, tests d'acceptation. Il y a une différence entre les deux, là, mais je ne veux pas m'étaler sur la chose en ce moment, qui viennent préciser le fonctionnement ou la production attendue du récit. Le récit actuel, celui qu'on vient de réaliser, commande la réalisation d'un diagramme de cas, puis son intégration à la documentation du projet. Les 2 prochaines sections vont être respectivement consacrées à ces 2 tâches-là. Donc, la première section qui suit va être consacrée à la réalisation d'un diagramme de cas, et la seconde va être réalisée à le lien de ce diagramme-là avec le reste. Donc, on voit ici la suite, en fait. Donc, le récit, la réalisation du diagramme, lier le diagramme, finalement, les tests d'acceptation. Donc, comme on a déjà un peu parlé avant, donc dans ce cours, on va utiliser PlantUML pour réaliser nos diagrammes. Cet outil possède des avantages, mais bien sûr aussi des inconvénients. Dans la série DevOps de ce cours-là, on va faire tout dans Visual Studio, mais la même chose pourrait se faire dans Visual Studio Code ou avec un IDE de JetBrains, comme par exemple IntelliJ, Android Studio, PyCharm, etc. Le plugin PlantUML peut fonctionner différemment dans chaque cas. Donc, ça ne veut pas dire que dans tous ces outils-là, ça va fonctionner de la même manière que ce qu'on va voir dans ce document-là. Donc, les étapes de résolution d'un récit. Donc, un récit ou un ticket, si vous préférez, donc dans le tableau Kanban. Donc, c'est activer et prendre possession du ticket. Donc, en fait, c'est la même chose qu'un issue. Okay, on avait vu l'issue d'avant. Là, c'est un récit, mais c'est à peu près la même chose. Comprendre le problème, créer une branche spécifique, régler le problème, fusionner avec la branche principale, donc faire une pull request, supprimer la branche spécifique, finaliser le ticket. Donc là, dans la finalisation, il y a faire les textes d'acceptation. Donc ça, c'est la chose différente, en fait, par rapport à l'issue, c'est qu'il y a une série de tests d'acceptation à effectuer. Donc, activer et prendre possession. Donc, vous avez juste à déplacer votre ticket de la première colonne à la deuxième colonne pour l'activer. Normalement, automatiquement, DevOps va ajouter votre nom, ici, d'utilisateur. Si jamais il ne l'ajoute pas, ben, ajoutez-le vous-même manuellement. La deuxième chose à faire, c'est comprendre le récit. Donc, normalement, en lisant l'énoncé du récit, en regardant les tâches à faire, puis en consultant ces critères d'acceptation, vous devriez avoir une bonne idée de ce que vous devez faire. Sinon, c'est le temps de contacter le client pour lui demander des précisions. Donc, dans le cas présent, tout semble clair, donc on passe à l'étape suivante. Créer une branche spécifique. Donc, on avait déjà fait ça aussi pour l'issue. Donc, on clique sur le ticket. On va cliquer sur New Branch.
Mais cette fois-là, au lieu de l'appeler issue, on va l'appeler récit. Donc, en anglais, story. Et slash, et on va donner un titre à notre branche. Donc, l'idéal, c'est de nommer la branche du même titre que le cas lui-même. Donc, que le ticket lui-même. Donc, le ticket s'appelle UML code d'utilisation. Donc, la branche, on l'appelle code d'utilisation. On peut l'appeler UML code d'utilisation aussi. Ensuite de ça, on va récupérer cette branche-là dans Visual Studio. Donc, on peut faire un fetch, une récupération, et ensuite une extraction, donc, ou un checkout en anglais, ici, pour aller chercher la branche code d'utilisation. Avant de poursuivre, il faut installer un nouveau plugin dans Visual Studio si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous faites menu, extension, gérer les extensions, et vous allez installer le Plant UML Language Service que vous avez ici, et vous devez redémarrer Visual Studio ensuite. Par la suite, vous pouvez créer un nouveau document. Donc, vous allez dans votre documentation, vous faites ajouter, et vous ajoutez ici un fichier UML code d'utilisation.puml. L'extension PUML, c'est l'extension pour les diagrammes Plant UML. Donc, dans un premier temps, on va ajouter un titre et une légende. Donc, dans votre fichier Plant UML que vous avez ici, PUML, on va ajouter title, compte personne, puis on va ajouter une légende avec votre nom, pas le mien, and legend. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur, avec le menu contextuel, vous choisissez Preview Diagram, et la prévisualisation va apparaître dans un écran à côté, ou par-dessus, en tout cas, peu importe. Vous allez voir la prévisualisation, donc vous allez voir ici compte personne par Frédéric Guérin. Évidemment, ça va être votre nom. Donc, si jamais vous faites une erreur dans votre code de votre diagramme, alors votre prévisualisation va échouer. Puis, il y a un message d'erreur qui va s'afficher. Donc, vous allez avoir au lieu d'avoir un cœur comme ça, vert, vous allez avoir un point d'exclamation rouge. Et vous allez avoir un message d'erreur, dans ce cas-là, par exemple, syntax error, à la ligne 3. Et qu'est-ce qu'on a à la ligne 3? Ben, la ligne 3 est correcte, mais la ligne 2, elle n'est pas correcte parce que l'hygiène se termine par E au lieu de D. Donc, on a ajouté un E, ce qui était l'erreur ici. Donc, on va ici ajouter maintenant notre premier cas. Donc, le diagramme des cas présente les fonctionnalités du logiciel. En général, si vous avez bien fait le travail de la documentation, de la description précédente, le diagramme de cas est en quelque sorte un jeu d'enfant. Donc, on ajoute d'abord la première fonctionnalité avec l'acteur qui réalise l'action. Donc, on a notre compte personne. On suppose qu'on a un gardien de sécurité qui utilise l'application. Et ce qu'il peut faire, c'est consulter le compteur. Donc, le gardien peut consulter le compteur. Donc, ce que vous devez ajouter comme code, ici, c'est left to right, direction, et gardien vers compteur, consulter compteur. Ensuite, vous allez ajouter les autres cas que vous voyez ici. Donc, on a différentes actions possibles. Et on ajoute les différents cas pour notre gardien. Donc, le gardien peut consulter le compteur, peut incrémenter le compteur, peut décrémenter le compteur, peut remettre à zéro, peut configurer les feedbacks des boutons. Donc, ça, c'est tous des cas que moi, je vous avais fait ajouter, ou dont je vous avais parlé. Autre chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'ici, on met les articles, consulter le compteur, incrémenter le compteur, décrémenter le compteur. Mais ici, on peut laisser tomber les articles si on veut. Donc, consulter compteur, décrémenter compteur, remettre à zéro, configurer feedback bouton. Pardon. Ici, pour que ça s'affiche sur 2 lignes, vous pouvez mettre un \n dans le nom du code d'utilisation du use case et ajouter un \n. Ensuite de ça, ça se pourrait que vous ayez des cas additionnels à ajouter parce que vous avez réglé des issues supplémentaires par rapport aux miennes qui vous ont peut-être amené à ajouter des codes, des fonctionnalités supplémentaires. Donc, vous devez les ajouter. Donc, probablement peut-être 1 ou 2 fonctionnalités supplémentaires que vous avez ajoutées.
On parle maintenant de ce qu'on appelle le produit minimalement viable. Donc, le produit minimalement viable, c'est le produit que vous pourriez distribuer au client et qui pourrait le satisfaire malgré ses lacunes, c'est-à-dire les fonctionnalités manquantes. Donc, dans notre cas, on considère que la configuration des boutons ne fait pas partie du produit minimalement viable. Donc, il suffirait de fournir une configuration par défaut qui convienne à la plupart des utilisations de base. Donc, pour démarquer ce cas-là des autres cas, on va apporter quelques modifications à notre diagramme. Le produit minimalement viable, c'est vraiment juste le produit minimum qu'on pourrait théoriquement vendre ou donner au client. Okay? Puis si on veut s'arrêter là, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, mais je veux dire, donner moins que ça sert à rien. Okay? Donc le produit minimalement viable, c'est un concept très important. Donc on va apporter certaines modifications. D'abord, pour la légende, on va ajouter le fait que les cas indiqués par une étoile ne font pas partie du produit minimalement viable. Et ensuite de ça, pour le use case configurer le feedback des boutons, on va modifier un peu sa description. On va d'abord décrire le use case séparément du lien entre le gardien et la configuration. Donc, use case config as / ici à la fin de ligne, ça veut dire qu'on continue sur la ligne suivante. Donc, as configurer feedback bouton. Après ça, on ajoute de la couleur. Donc, white line.dot. Donc, on veut que le fond du use case soit blanc, puis on veut que le pourtour soit pointillé, comme on voit ici. Donc, numérotage, donc dans DevOps, presque tout possède un numéro. Donc, ouvrez le récit code d'utilisation et cliquez sur l'onglet Links. Donc, vous allez voir apparaître les liens vers d'autres items liés au récit. Donc, on veut d'abord principalement noter ici les enfants, child, qui sont 2 tâches. Donc, la tâche 12, réaliser le diagramme, et la tâche 13, lier le diagramme à la documentation. Donc, maintenant qu'on a fini de faire notre diagramme, puis qu'on est satisfait, on peut valider le tout dans Git. Donc, on va faire fin réaliser le diagramme, mais on va ajouter le numéro 12 pour dire que c'est l'item numéro 12 qui est associé à ce commit-là. Donc, la réalisation du diagramme est associée à l'item numéro 12. Et ensuite, vous faites un commit and push. Et pour marquer que la tâche est terminée, vous avez juste à cocher la case ici. À ce moment-là, la tâche va être barrée. Lier le diagramme. Donc, on va commencer par se créer un nouveau document Markdown. Ici, comme vous voyez, on va l'appeler uml-code-d'utilisation.md au lieu de uml-code-d'utilisation.puml. Donc, aussi, on va faire en sorte que le README, c'est le README, c'est ce qu'on voit ici, on va faire en sorte que le README ait ici un lien, code d'utilisation, vers ce document-là, code d'utilisation.markdown qu'on a ici. Donc, on veut un hyperlien de ça vers ça. Et on ajoutez aussi après votre nom du projet, ajoutez vos initiales, donc FG en ce qui me concerne, et vous, vos propres initiales sur votre README. Ensuite, dans le nouveau document, le Markdown, on va ajouter un titre, donc UML code d'utilisation, et un lien ici retour vers le document README. Maintenant, pour ajouter le diagramme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller un lien que Visual Studio nous donne. Donc, Visual Studio peut rendre des diagrammes plates UML, mais Azure DevOps ne peut pas les rendre. Donc, on va devoir ajouter le diagramme. On ajouterait une image. Bon, comme on ajouterait une image dans un document Markdown. Donc là, il y a une petite erreur ici. Donc, cliquez sur diagramme URL pour afficher l'URL et le code du diagramme en bas 64 et copier ce code. Donc ici, vous cliquez là-dessus, puis vous sélectionnez ça, puis vous faites copier. Une fois que vous avez fait ça, entre le titre et le lien de retour, vous allez ajouter une image Markdown, mais l'image, c'est votre diagramme plante UML et le lien, c'est le lien que vous avez copié ici, que vous ajoutez ici. Donc, normalement, aussitôt que vous allez faire ça, vous allez terminer, votre diagramme devrait apparaître dans votre rendu dans Visual Studio.
Finalement, on peut faire un commit associé à la fin de notre tâche. Donc, la fin de tâche, c'est la fin de tâche 13. Donc, on peut ajouter ici une fin pour ce commit-là. Et on peut ici cocher la case pour indiquer qu'on a terminé cette tâche-là. Vous pouvez maintenant créer une nouvelle pull request, vous mettre vous-même comme réviseur, approuver votre propre requête, puis compléter, mais sans compléter l'item associé. Donc on va détruire la branche, mais on ne complète pas l'item associé et on ne customise pas le commit message. Maintenant, on veut supprimer la branche, donc dans Visual Studio, récupérer Fetch les dernières modifications, puis tirer les toutes, changer pour la branche master, supprimer la branche récit, résultat attendu ci-dessous, donc comme on voit ici, on s'attend d'avoir la branche master, mais il n'y a plus rien qui reste d'autre à part ça. L'historique local, par rapport au dernier commit antérieur, on voit que ça fait une espèce de petit losange, mais c'est tout à fait normal. Ici, on a les titres, on a la branche, on a la personne qui a fait les commits, les dates, heures et les numéros de commit. Alors, le récit peut être considéré comme résolu en quelque sorte. Donc, on peut maintenant déplacer le récit dans la colonne suivante, résolu, mais on n'a pas encore terminé complètement. Alors, on rentre maintenant dans les tests d'acceptation. Donc, les tests d'acceptation d'un récit sont les tests qui doivent être effectués pour qu'on considère le récit comme correctement complété. Ces tests sont idéalement effectués par une autre personne que vous-même, par exemple un collègue. Dans le cas présent, puisque vous êtes seul, vous allez les réaliser, mais dans votre TP, si vous êtes en équipe, demandez à votre collègue de le faire pour vous. Donc, le premier test, donc pour chaque élément du test, il faut vérifier si c'est vrai, et on vérifie ça pas dans Visual Studio, mais dans DevOps. Donc, on vérifie d'abord que le diagramme est bien identifié à votre nom. Si oui, faites passer le test, sinon, faites-le échouer. Donc, ça veut dire si vous cliquez, vous avez le test ici, vous cliquez sur les 3 petits points, et vous pouvez sélectionner Pass Test ou Fail Test. Bon, Run Test, ça s'applique seulement si vous auriez, par exemple, des tests automatisés ou vous auriez un test avec différentes étapes de trucs. Mais là, nos tests sont informels en quelque sorte, donc il faut juste que ces choses-là font. Il faut juste que ça marche. Ensuite de ça, vous continuez pour chacun des autres items. Vous les cochez si effectivement ces trucs-là fonctionnent comme prévu dans votre DevOps. Sinon, ben, il faut signaler un bug. On peut maintenant, une fois que tout est passé, les tests d'acceptation, on peut terminer le récit en le déplaçant dans la dernière colonne. Donc, on le déplace dans la colonne Close. Finalement, la conclusion. Donc, on a vu comment créer un récit pour suivre la progression d'un projet, comment renseigner les principaux champs du récit. Bon, il manque encore des petits, il manque encore quelques détails. Ajouter des tâches au récit et marquer ces tâches comme complétées. Ajouter des récits d'acceptation, des tests d'acceptation, pardon, et effectuer ce test ou ces tests au final. Faire progresser les récits à partir du début jusqu'à sa fin. Donc, les étapes à suivre sont sensiblement les mêmes que pour une issue. Créer un diagramme de code d'utilisation PlantUML dans Visual Studio et comment intégrer ce diagramme dans une page Markdown. Donc, maintenant, il va y avoir quelques saisies à faire, ce qui va me faciliter le travail de correction de ce que vous avez fait. Donc, vous allez d'abord saisir votre historique récent, comme à la diapo ici 38. Donc, vous allez juste aller voir ce qui a été fait là, puis vous faites une saisie sensiblement équivalente à celle que vous voyez là. Avec tous les éléments que vous voyez ici, je veux les voir là, je veux que ça soit visible. Le récit comme tel, vous en faites une saisie, le récit étant complété avec tous les tests complétés, comme vous voyez à la diapo 44. Ensuite ça, vous faites une saisie du README, comme vous pouvez voir à la diapo 32. Vous faites une saisie ici de votre récit, bien entendu, c'est-à-dire de votre README, pardon.
Liste des fonctionnalités, vous allez aller me chercher dans votre description vos actions possibles, donc vos différentes fonctionnalités. Donc, normalement, vous allez en avoir probablement plus que les 5 qui sont là. Peut-être vous allez en avoir 6 ou 7. Et finalement, vous allez me mettre votre diagramme, mais votre diagramme dans sa page comme telle. Donc, dans sa page Markdown. Donc, comme vous pouvez voir à diapo 35. Donc, ici, j'ai mis une certaine largeur. Si vous n'occupez pas toute la largeur, c'est pas grave. Donc, l'idéal, c'est que, l'idée, c'était que vous ayez assez de place. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez vous auto-évaluer. Donc, vous avez ici les différents points pour les différentes sections. Et vous avez juste à remettre votre travail avec votre auto-évaluation, et votre note sur 10. Alors voilà.